Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous sur LCF pour ce rendez-vous de l'information. Le dialogue Togo Télécom 2 a encore échoué. L'opposition a une fois encore signé son départ des discussions. Tout sur cet élément dans cette édition. Les états généraux de la presse, c'est du 30 au 2 juillet prochain. Pour l'heure, les préparatifs vont bon train pour assurer la réussite de cet événement. Voilà donc pour l'essentiel de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le dialogue Togo Télécom 2 s'est soldé sur un échec. Les partis politiques parlementaires n'ont pas réussi à s'étendre sur les 12 points retenus à l'agenda de ce dialogue. Pour mettre en perspective le film du dialogue, nous vous proposons un récapitulatif des principaux événements qui ont émaillé le processus. Retour sur les grands moments du dialogue avec Rajoul Mohamedou. C'est la chronique d'un énième, à défaut d'être l'ultime dialogue sur le reliquat des réformes contenu dans l'accord politique global. Un dialogue arraché au forceps au bout d'une brève correspondance, d'une audience historique et qui se solde par un échec retentissant. Retour sur le dialogue Togo Télécom 2 en 5 dates. Le 5 mars 2014, à sa demande, le président de la République, Faure Gnassingbé, reçoit Jean-Pierre Fabre, chef de file de l'opposition. Ce dernier souhaite lui expliquer pourquoi l'Assemblée nationale n'était pas, à ses yeux, le cadre approprié pour discuter des réformes. Le 13 mars 2014, le Premier ministre ouvre le cycle des consultations des différentes sensibilités politiques sur les questions liées au dialogue. Le 13 mai 2014, 2 mois après, reprise des échanges entamés en mars à la primature en vue du dialogue qui décidera de façon consensuelle de la mise en œuvre des réformes constitutionnelles et institutionnelles. À l'issue des consultations, le principe, le cadre et la durée d'un dialogue extra-hémicycle entre partis politiques parlementaires sont actés. L'opposition s'en réjouit, UNIR s'y résigne, mais l'UFC met en garde. Pourquoi des partis représentés au Parlement puissent débattre de sujets alors qu'ils sont tous au Parlement. Nous réservons notre participation à un éventuel cadre de dialogue après avoir écouté et entendu l'ordre du jour. Le 19 mai 2014, le dialogue Togo Télécom 2 est ouvert. ADI, ANC, Arc-en-Ciel, UFC et UNIR se réunissent dans un premier temps sous l'égide du gouvernement. À la suite des premiers blocages, un facilitateur est désigné. Monseigneur Nicodème Bariga est appelé au chevet d'un dialogue qui peine à démarrer. La loi de l'Omerta recouvre les travaux. À l'extérieur, les uns et les autres n'hésitent pas à afficher leur optimisme. Nous sommes convaincus que nous parviendrons à des résultats d'une façon ou d'une autre. Mais dans l'intimité des débats, on s'écharpe. Les échanges très musclés entre Jean-Claude Omao et Alphonse Pogo font le chou gras des médias. Mais ce qui inquiète le CST, dans la seconde semaine du dialogue, c'est moins l'éviction de Maître Ajavanzeus et du professeur Wolu Komi que l'attitude spectatrice et jugée mutique du NIR. Des signes avant-coureurs que le facilitateur essaye tant bien que mal de conjurer. Ce qui ne veut pas dire que le parti UNIR a déclaré qu'il allait être sourd et muet par rapport à toutes les questions qui allaient être débattues. Le 3 juin 2014, à midi, c'est le crash. Faute de consensus sur les questions qu'il juge cruciales. L'ANC, ADI et Arc-en-Ciel claquent la porte. Fin de la partie de poker menteur, sa liberté de parole retrouvée, Maître Dodi Apévon ne mâche pas son amertume et sa déception. Si un effort ne peut pas être fait pour que les points de désaccord soient réglés, pour nous, c'est inutile de faire cet exercice d'aller adopter un rapport constatant que seulement on ne s'est entendu sur rien du tout. Ça, c'est de la supercherie. C'est pour ça que nous disons que nous n'allons pas nous associer à ça. Un départ fracassant qui ne met pas un terme aux travaux, qui se poursuivront jusqu'à leur terme. Pour les émissaires du gouvernement, observateurs au dialogue, pas de commentaires. Le gouvernement reste dans son rôle d'observateur, écoute, suit les échanges entre les partis politiques parlementaires pour pouvoir s'imprégner de l'état d'esprit qui règne. Donc nous n'avons pas à faire d'observation. Ni de commentaires. Le facilitateur, un brin éreinté, tente de relativiser l'échec de sa mission. C'est un dialogue, c'est une étape qui n'a pas permis d'arriver à toutes les conclusions auxquelles les uns les autres s'attendaient. Mais ce serait excessif de ma part
de parler d'un échec de ce dialogue. À défaut d'un consensus, c'est un rapport d'étape répertoriant des désaccords qui sera transmis au Premier ministre. Un rapport signé par 2 partis sur 5 et qui démontre une fois de plus que la classe politique togolaise n'est d'accord que dans le désaccord. Le moins que l'on puisse dire de ce dialogue, c'est qu'il s'est achevé en queue de poisson avec le départ avant terme de l'ANC, ADI et la coalition Arc-en-Ciel. Faut-il maintenant parler d'échec? Et surtout, quelle suite y aura-t-il pour les réformes institutionnelles et constitutionnelles? Société civile et acteurs extra-parlementaires se prononcent dans ce dossier de la rédaction présentée par Samuel Niaoui. Chronique d'un échec prévisible. Ce pourrait être le titre de ce énième dialogue politique voulu et obtenu par l'opposition parlementaire. Ces 2 semaines passées dans les locaux de Togo Télécom n'auront finalement servi à presque rien, sinon seulement à révéler au grand jour les difficultés de la classe politique à s'entendre sur le minimum. Et pourtant, le départ semblait avoir été bien pris. Je pense que cette fois-ci, toutes les parties manifestent une bonne volonté évidente. Que Dieu nous aide à continuer de cette manière-là et peut-être que nous sortirons de l'ornière cette fois-ci. Finalement, il semble que la sortie de l'ornière ne soit pas pour maintenant. La malédiction Togo Télécom n'a pas encore été exorcisée. Après l'échec d'un premier dialogue dans ces mêmes locaux, le sort n'a pas été inversé cette fois encore. Même la présence d'un homme de Dieu n'y aura rien fait. Les partis se quittent dos à dos. ANC ADI et Arc-en-Ciel claquent la porte à la dernière minute, laissant l'UFC et UNIR finir le travail. Un nouvel échec à mettre sur le dos de qui? Point d'interrogation. Mais cet échec n'était-ce pas prévisible? En tout cas, certains leaders l'avaient pressenti. Est-ce que vous êtes en train de dire qu'on n'aura plus rien de plus que ce que le CPDC Rénové a obtenu? Rien de plus. Rien. Et je vous le dis aujourd'hui, je prends date, je vous le dis, il n'y aura rien de plus. UNI ne concédera rien de plus que ce qui a été obtenu au CPDC Rénové. Pour d'autres, il ne faut pas parler d'échec puisque les 2 semaines ont eu le mérite d'éclairer l'opinion sur les positions des uns et des autres. Pour moi, ce n'est pas un échec parce que ce travail semble démontrer que le parti au pouvoir, RPT UNIR, ne veut pas évoluer, ni pour proposer des dates claires pour organiser les élections locales, ni pour que dans notre pays, que la limitation de mandat soit effective et que ce soit dans les pratiques. Mais la responsabilité que je vois au niveau de l'opposition, c'est que ce résultat du dialogue, remarquez que je n'ai pas parlé donc d'échec, ce résultat met l'opposition dos au mur. L'opposition doit véritablement comprendre aujourd'hui que s'ils veulent enfin obtenir l'alternance, ils doivent se serrer les coudes. Je pense que l'état dans lequel le pays se trouvait, personne ne peut imaginer que la bataille des égaux allait être donc la véritable victorieuse donc de cette rencontre. Tout le monde pensait que de part et d'autre, des sacrifices devaient être consentis pour que nous puissions donner une chance à ce pays de repartir dans la paix, dans la concorde nationale. Échec ou pas échec, une question persiste à la suite du scénario de cette fin de dialogue. Que vont devenir les réformes constitutionnelles et institutionnelles? Monseigneur Nicodème Bariga remettra les conclusions au chef du gouvernement qui devra y donner une suite selon la logique normale. Projet de loi à déposer sur la table des députés. Mais ce n'est visiblement pas ce scénario que l'opposition parlementaire envisageait. Acteurs de la société civile et opposition extra-parlementaire conseillent maintenant de privilégier la diplomatie de couloir avec pour maître d'orchestre l'archevêque d'Atakpamé. Le prélat est un homme de grande qualité qui peut se faire écouter à la fois par les premiers dirigeants de notre pays et également par les différentes formations politiques. Je souhaite vivement Monseigneur Bariga de continuer par jouer donc son rôle de pasteur pour aplanir les difficultés afin que ce pays puisse être réformé. Monseigneur Bariga a quand même le mérite de connaître les positions des uns et des autres, de savoir jusqu'où malgré tout les uns et les autres sont prêts à faire des concessions. Et donc de mon point de vue, Monseigneur Bariga doit continuer par maintenir les contacts avec les parties prenantes et surtout avec le chef de l'État pour que dans les jours, je dirais dans les semaines à venir, que nous ayons tous la surprise qu'on apprenne que si Togo Télécom n'a pas pu permettre de dénouer les crises, d'autres couloirs de discussion ont permis de dénouer la situation.
Dans les prochains jours, les regards des 6 millions de Togolais seront tournés vers la primature et la présidence, dont les locataires sont les seuls à posséder les clés de la mise en œuvre ou non des réformes. Quant à l'opposition, il ne lui reste plus que la patience et la diplomatie de couloir pour espérer voir l'ombre des réformes. Le fait du jour dans cette édition, c'est la coalition Arc-en-Ciel qui demande la levée de l'immunité parlementaire de l'honorable Targon Tsambiri, militant du PDP qui serait impliqué dans des affaires de troubles à l'ordre public, violences volontaires et homicides volontaires, selon les plaintes du préfet Maganawe Dadja adressées au procureur de la République le 27 mai dernier. La coalition Arc-en-Ciel a fait part de ses intentions à la presse ce mercredi. Mathieu Gaye. C'est une coalition arc-en-ciel abasourdie qui est face aux professionnels de médias, pas pour l'échec du dialogue Togo Télécom 2, mais pour la levée d'immunité parlementaire de l'honorable Targon Tsambiri Wakim, militant du PDP, parti membre de la coalition. Le procureur de la République, près le tribunal de première instance de Lomé, a demandé la levée de son immunité parlementaire et qu'à cet effet, il a constitué une commission spéciale devant laquelle il devait comparaître le lendemain. Il convient de faire observer que la requête du procureur date du 27 mai 2014. C'est ce même 27 mai que le président de l'Assemblée nationale a créé la commission spéciale chargée d'instruire la demande de levée de l'immunité. Selon cette même déclaration liminaire, l'honorable Targon du PDP serait à l'origine de plusieurs actes de violence et d'autres choses. Par cette rencontre avec la presse, la coalition Arc-en-Ciel demande en conséquence à tous les partis politiques, à toutes les associations de droits de l'homme, à tout le peuple togolais et à la communauté internationale à rester mobilisés afin d'empêcher la commission de cette injustice flagrante. Le député Targon Tsambiri Wakim a été élu à l'issue des dernières élections législatives sur la liste Arc-en-Ciel à Dapen. C'est donc depuis ce lundi que la première session de la Cour d'assises est ouverte. 36 affaires criminelles sont inscrites au programme. La Cour d'assises est cette institution de la Cour d'appel compétente pour juger les affaires criminelles qui sont punies d'une peine de 5 ans allant à la perpétuité. Ce mercredi, c'est le nommé Ibrahim Amadou qui a comparu et les faits qui lui sont reprochés remontent à avril 2009. Gloria Anani, Samuel Niaoui. Cet homme s'appelle Ibrahim Amadou. Il aurait, en avril 2009, administré des cachets de chloroquine et des décoctions abortives à une dénommée Esso Hanam Pouweyem. Ceci dans l'intention d'interrompre ces 3 semaines de grossesse dont il est l'auteur. Pratique qui a coûté la vie à Esso Hanam. C'est pour répondre de ces faits qu'Ibrahim comparaît devant cette cour. Réquisitoire du ministère public, plaidoyer de l'avocat de la défense, la cour se retire. 45 minutes de délibération et le sort d'Ibrahim est fixé. Après en avoir délibéré en chambre du conseil sur la culpabilité de l'accusé et sur l'application de la peine afférente aux faits retenus contre lui, l'accusé est-il coupable du crime d'avortement mortel? La réponse est oui à l'unanimité des voix. L'accusé vient d'être condamné pour crime d'avortement mortel prévu et puni par les articles 42 et 44 du Code pénal portant santé de la reproduction au Togo. La Cour est entrée en condamnation contre l'accusé. Bon, nous ne pouvons pas commenter cette décision. Les voies de recours sont prévues. La voie de recours ouverte contre cette décision, c'est ce pourvoir en cassation. L'affaire d'Ibrahim n'est en fait qu'un parmi les nombreux dossiers sur lesquels les assises de la Cour d'appel se tiennent. Ouverte depuis le 2 juin dernier, les juges devront pour les 2 prochaines semaines se prononcer sur une quarantaine d'affaires criminelles. Enfin, la date des états généraux de la presse au Togo est désormais connue. Du 30 juin au 2 juillet prochain, les patrons de presse, le ministère de la Communication et les journalistes vont plancher sur les différents problèmes qui minent le secteur. Pour donc assurer la réussite de cet événement, des tractations sont en cours avant le jour J. Où en sommes-nous avec les préparatifs de ces états généraux? Réponse dans ce dossier réalisé par Ida Aziadouvo, présenté par Jacques Pekemsi. Annoncé plusieurs semaines plus tôt, la tenue des états généraux de la presse semble aujourd'hui être imminente.
De tous les côtés, les patrons et associations de presse s'activent pour instaurer un climat favorable à ces assises. Des assises qui permettront au paysage médiatique togolais de réussir le pari de la professionnalisation du métier qui est le thème de ces états généraux de la presse. En ce qui concerne le Conseil national des patrons de presse, nous avons mis en place une commission ad hoc composée de personnes venues d'horizons divers pour préparer une plateforme qui va servir un peu l'essentiel de nos propositions que nous allons faire valoir au cours de ces assises. Au niveau du patronat de la presse togolaise, l'organisation a décidé qu'on participe aux travaux pour voir ce qui va se passer. Ce que nous avons fait, donc nous avons désigné quelqu'un pour siéger au sein du comité d'organisation. Et sûrement qu'ils vont commencer les travaux bientôt. Et pour la réussite des assises, un comité scientifique a été mis en place afin de faire le diagnostic de la situation de la presse togolaise. Après les travaux du comité, s'en est suivi une journée d'échange entre les journalistes et les organisations professionnelles représentatives. Ce que le comité scientifique avait proposé, c'est que 10 jours avant la tenue du démarrage, avant le démarrage même des états généraux, que le comité d'organisation puisse commencer les travaux de l'organisation matérielle et je dirais également scientifique également des états généraux. Donc dans ce but-là, les documents préparatoires ont été envoyés aux organisations professionnelles représentatives et publiés également sur certains sites. Pour les uns et les autres, les enjeux sont de taille. Outre la question de la numérisation des médias audiovisuels, la question de l'amélioration de l'environnement économique des entreprises de presse sera également abordée. Disons que ce que le comité scientifique a proposé, c'est de faire une revue de la situation des médias, les difficultés, les forces, les faiblesses, les besoins. Également une revue du cadre normatif dans le sens du renforcement de la liberté de presse et de plus de professionnalisme dans la pratique du journalisme et également voir au niveau des organisations professionnelles représentatives ce qu'il y a lieu de faire pour que nous puissions avoir des organisations fêtières plus fortes et plus représentatives. Même son de cloche au niveau des patrons de presse en ligne, mais cette fois avec une requête particulière. Personnellement, au niveau de la presse en ligne, Atopel attend beaucoup de choses des états généraux. Entre autres, la reconnaissance des médias en ligne. Cette presse-là, elle est marginalisée au Togo. Elle n'est pas prise en compte dans les politiques que le gouvernement met en place à l'égard de nous les journalistes. Et la presse en ligne a beaucoup de difficultés par rapport à son travail, à l'environnement même juridique qui encadre le travail. Une chose est d'organiser les états généraux de la presse, une autre est de faire le suivi des recommandations qui seront élaborées afin de gagner ce pari de la professionnalisation du métier. Clôturons cette édition avec la journée de l'environnement qui sera célébrée demain 5 juin. En prélude à cette célébration placée sous le thème « Élevez vos voix par le niveau de la mer », le ministre André Johnson a livré son message ce mercredi. Voici un extrait de son message. La communauté internationale célèbre le 5 juin la journée mondiale de l'environnement. Une journée consacrée aux échanges et à la réflexion sur les problèmes environnementaux majeurs auxquels l'humanité fait face. Le monde entier est en pleine croissance et entraîne une augmentation sans cesse des besoins, d'où la nécessité de produire en quantité pour satisfaire la demande mondiale en biens et services. Cette production en grande quantité entraîne des prélèvements importants des ressources naturelles et la production de déchets dont la gestion de certains pose des problèmes de survie à la planète. Dans la perspective, selon la FAO, d'une population mondiale de 9 milliards d'êtres humains en 2050, les besoins en nourriture vont augmenter. L'appel de cette année reconnaît que nous sommes tous confrontés aux mêmes défis et sommes reliés et unis par l'objectif commun d'une vie durable et prospère pour tous sur cette planète.
L'appel a également pour objectif d'élever notre voix pour être solidaires les uns avec les autres, en particulier avec les citoyens des petits États insulaires, dans nos activités quotidiennes et de participer activement à la mise en œuvre de ces différentes mesures pour un changement de comportement. Alors, pensons avant d'agir et élevons nos voix contre les mauvaises pratiques. Aidons à préserver notre environnement en vue de maintenir le niveau de la mer le plus bas possible. Voilà, c'est sur ce message du ministre André Johnson que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de nos programmes. À très bientôt.